Bonjour et bienvenue dans le SAV DCSE. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Séverine. Séverine, bonjour. Bonjour. On est content de t'avoir comme invité, parler en plus d'un thème qui est important pour moi et je pense qu'il touche pas mal de CSE aujourd'hui. On va parler de harcèlement. Peut-être que tu peux rapidement te présenter, expliquer qui tu es, ce que tu fais dans la vie pour que eh bien, les élus qui nous écoutent comprennent pourquoi tu es notre invité du jour. Eh ben, Séverine Hainaut, je suis formatrice indépendante, notamment en VHSS. Donc, qu'est-ce que c'est les VHSS? Violence, harcèlement sexuel et sexiste. Et donc, l'idée, c'est de faire en sorte de former les référents harcèlement et agissement sexiste, mais aussi harcèlement moral, parce que malheureusement, c'est pas obligatoire, mais il y en a quand même encore énormément dans les entreprises. Absolument. D'ailleurs, c'est rigolo, mais parfois il y a une espèce de confusion auprès des CSE et le référent harcèlement sexuel et agissement sexiste devient le référent harcèlement tout court. Je sais pas si c'est quelque chose Oui. que tu as déjà observé aussi. Oui, c'est souvent le cas et pour le coup, c'est quelque chose que je trouve plutôt positif, même si je le comprends que ce soit pas forcément facile et confortable pour la personne qui est référente. Mais, je trouverais dommage qu'on ait, une porte d'entrée, vraiment là, comment dire? Très, identifiable et identifiée pour, le harcèlement sexuel et qu'on se retrouve, un peu perdu en matière de harcèlement moral alors que les dégâts sont aussi très, très importants. Donc, pour le coup, je comprends que ce soit compliqué, mais je trouve ça plutôt, bien. Je préférais que ce soit, aussi identifié et qu'on comprenne que cette problématique, elle est importante. Mais, c'est déjà quelque chose de positif que les élus reçoivent, les personnes qui sont victimes de harcèlement moral. Absolument. Alors moi, je vais mettre une petite nuance sur cette notion de positivisme absolu d'avoir un référent. J'ai remarqué que parfois, en formation, quand je travaille avec les élus sur ces thématiques de harcèlement, le réflexe est toujours de se dire: «Ah, il y a un référent, on va voir le référent» et que j'ai l'impression que le fait qu'il y ait un référent, ça dégage un peu certains élus de, les responsabilités qu'ils pourraient prendre, les initiatives qu'ils pourraient prendre pour lutter contre le harcèlement. Je sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà observé aussi? Alors ce que j'ai pu constater, moi, dans plusieurs structures et même des structures qui sont pas si grandes que ça, mais qui ont plusieurs sites, souvent il y en a plusieurs des référents, harcèlement sexuel et agissement sexiste, donc ça partage la charge et je trouve ça bien. Parce que c'est un peu dur d'être tout seul face à tout ça et pour le coup, en formation générale, et en sensibilisation, ce que je j'indique, c'est que, c'est une porte d'entrée possible, mais déjà, le référent harcèlement sexuel peut aussi être auteur, donc je veux pas qu'il y ait qu'une seule porte d'entrée. Donc c'est une porte d'entrée, possible et il y en a d'autres et on se sent plus à l'aise avec quelqu'un d'autre, un autre membre du CSE, c'est OK aussi. Après, c'est pas parce qu'on vient se confier en première instance à quelqu'un qu'il est en charge de tout. On peut aussi s'aider, tous pour trouver des solutions. En tout cas, déjà apprendre à écouter la parole de la personne qui se confie, ça me semble, essentiel et après des solutions, il y en aura, mais au fur et à mesure et puis, d'aller Mmh. au rythme aussi de la personne qui, décide de s'exprimer, c'est important. Petite question, pourquoi est-ce Oui. que les gens, que tu formes te demandent des formations sur cette thématique-là? Est-ce qu'il y a des problèmes qui font que, on appelle, un peu Séverine à la rescousse? Ou est-ce qu'on est vraiment dans des démarches de prévention? Il y a un peu des 2. Parfois c'est en mode, pompier. C'est pas le plus confortable, donc en mode pompier, il y a eu des problématiques, et on aimerait, trouver des solutions. On ne sait pas comment faire. On a peut-être eu une expérience compliquée. On a dû mener des enquêtes, on a eu l'impression de les subir et ça a été, difficile. Donc, on aimerait être mieux outillés, mieux armés pour, si jamais il y avait d'autres faits. Donc, là, c'est parfois un peu tard et parfois c'est aussi dans des optiques de prévention. Aussi d'obligation, parce que vu qu'il y a cette obligation depuis 2019, on peut aussi me contacter pour, notamment aussi, cocher la case, hein mais si c'est la seule volonté, ça va pas vraiment m'intéresser. Mon objectif à moi, c'est vraiment que ça serve à quelque chose et que, ça soit, considéré et qu'on comprenne que, c'est pas que de la théorie, des faits, de harcèlement, sexuel notamment. 1 femme sur 3 sera victime, dans le cadre de sa carrière professionnelle
Et donc, bah, c'est pas anodin. Donc, et en harcèlement moral, je ne sais pas les chiffres parce que c'est très compliqué d'obtenir des chiffres fiables. Je pense que, en termes de pourcentage, on est largement au-delà. Donc, bah, c'est quelque chose d'utile. Ça, moi, j'en suis complètement convaincue. Donc, si c'est juste pour cocher une case, bah, ça va moins m'intéresser. Mais malheureusement, oui, je crois que pour certains, bah, c'est encore pour cocher une case, quoi. Surtout Mmh. dans des environnements où on est que entre hommes ou que entre femmes, on pense pas forcément qu'il y a un intérêt. Mais c'est pas parce que, il y a pas, si jamais il n'y avait pas de harcèlement sexuel, bah, tant mieux pour eux, mais de toute façon, vu qu'on utilise souvent cette casquette en harcèlement moral, bah, il peut y en avoir aussi, donc soyons, soyons vigilants et soyons, impliqués, ça me semble, utile. Merci. Je voulais revenir sur une phrase que tu as dit et je te partagerai après ce que l'inspection du travail m'a dit qui m'a un peu choqué. Tu as dit que tes Oui. formations sur ce sujet, c'était obligatoire. Mmh. Pour qui exactement? Alors la formation, elle est obligatoire pour, la personne qui va être, alors non, en vrai, elle est pas obligatoire. C'est pas la formation que oh là là, pardon, ça a arrêté sur mon image, c'était horrible. La formation, elle n'est pas obligatoire, c'est le référent qui est obligatoire. Mais c'est fou, parce qu'on demande à des gens d'accueillir la parole de victimes ou de témoins, sans être accompagnés pour ce faire. Et à mon sens, il faut absolument être formé. Enfin, je trouve ça, vraiment, incompréhensible qu'on n'ait pas imposé cette formation. Mais effectivement, je ne sais pas si c'est ça que tu as dit, l'inspection du travail, mais la formation des référents CSE n'est pas obligatoire. Comme la formation des référents, harcèlement sexuel et agissement sexiste des RH aussi, elle est pas obligatoire. Alors c'est encore plus Ce qui est tordu obligatoire, c'est d'en avoir un. et je suis d'accord avec toi. Effectivement, c'est obligatoire d'en avoir un et être nommé à quelque part et pas être formé à sa responsabilité, c'est un non-sens. Ce que m'a expliqué l'inspection du travail, c'est que il est obligatoire qu'ils soient formés, mais que les membres du CSE, pour le RH, on va le mettre à part parce que c'est pas exactement pareil, mais pour les membres du CSE, dans le cadre de la formation sécurité, on aborde Mmh. aussi ces thématiques de harcèlement. Et donc, par conséquent, il était possible de justifier que le référent harcèlement sexuel et agissement sexiste avait été formé dans le cadre de cette formation. Et Et, ben légalement, ils ont raison. et bah oui, enfin, ça reste C'est l'inspection du idiot. travail quand même, tu vois, mais oui, oui, on peut pas leur enlever ça, ils ont tout à fait raison. Ce que je fais du coup, moi chez Dice Academy, c'est que les CSE qui sont avec nous pour les 2 formations obligatoires, je leur offre la formation référent harcèlement sexuel et j'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas que le référent harcèlement sexuel à cette formation pour former un maximum d'élus pour des raisons toutes bêtes, hein, mais aujourd'hui, tu es référent harcèlement sexuel, dans 6 mois, tu es muté, tu démissionnes, tu changes de boîte, bah, au moins ils auront d'autres personnes ressources et d'autres personnes qui auront travaillé ces thématiques-là. Et c'est évidemment ça qu'il faut faire. Et puis alors sauf quand les gens, bah, viennent en formation en inter, entreprise, donc bah, en inter CSE, s'il y aurait plusieurs CSE. Mais majoritairement, moi, j'ai pu intervenir dans des structures, donc que j'aille former une personne ou 2 ou 5, bah, autant que j'aille former 5. Ben, d'ailleurs, je préfère largement, parce que moi j'adore utiliser des mises en situation, des jeux de rôle. Et bah, il y a quand même pas la même émulation si on n'est que 2 que s'il y a du monde et on fait ça en sous-groupe quand même, donc c'est très sécure et l'idée aussi, c'est que tout le monde a le même niveau d'information et puis, bah, donc ce que je te disais tout à l'heure, il y a effectivement le cas où tu peux être muté, tu peux, changer de travail et donc bah, tu perds ton référent, formé, donc c'est dommage. Mais tu as aussi, on ne peut pas, exclure la possibilité qu'un référent soit auteur. Donc c'est dommage aussi de bloquer cette porte-là. Pour moi, c'est essentiel qu'il y ait plusieurs personnes formées, c'est vraiment le mieux. Mhm. Et même parfois, bah, c'est documenté, on a des problèmes de harcèlement qui sont liés à des membres du CSE. Donc c'est aussi bien qu'on ait d'autres moyens d'alerte que uniquement ces notions de référent qui devraient centraliser toutes les problématiques. Tu as un métier qui est très particulier. J'imagine que quand tu étais enfant, tu t'es pas dit bon, moi, quand je serai grand, je voudrais former contre le harcèlement sexuel. Alors je Comment? forme pas que sur ça, mais pour les CSE, oui. Non, je me suis pas dit, non, à la base, quand j'étais petite, je voulais être avocate et la vie a fait que non. Heu
Donc j'ai un parcours professionnel où j'ai fait plusieurs choses en même temps parce que je crois que j'aime bien varier et donc ce qui fait que j'interviens auprès des CSE, c'est avec la casquette, aide aux victimes parce que j'ai Mmh. donc, travaillé pendant 10 ans en tant que juriste en droit pénal à l'aide aux victimes, de mon département, donc en aide aux victimes à Tours et puis, bah, j'ai adoré, aider les gens mais les problématiques de harcèlement, on voit que ça mène, malheureusement rarement à quelque chose, en pénal quasiment jamais à une condamnation, c'est très compliqué et on avait assez peu de cas qui allaient jusqu'à nous parce que malheureusement, tu es tellement mal quand tu es victime de harcèlement. Alors d'autres infractions aussi, on peut être très, très mal, mais on va pas forcément aller, jusqu'à une procédure. On va plutôt quitter son travail et ça, c'est quelque chose qui m'interroge. Ben, j'aimerais vraiment, qu'on arrive à alors éviter le harcèlement dans un monde de bisounours, ce serait merveilleux, mais sinon protéger davantage les personnes qui en sont victimes. Et donc, ben, c'est pour ça que cette thématique, elle m'a intéressée et que je me suis réorientée vers ça aussi. C'est, bah, recevoir les victimes une fois que c'est un peu tard, OK. Moi, là, j'aimerais vraiment, bah, faire ma petite part de colibri, en fait et faire en sorte qu'il y en ait moins, tu vois? Ça serait chouette, qu'il y ait de la prise de conscience et puis que quand il y en a, parce qu'il y en aura évidemment, une femme sur 3, voilà, et bah, qu'il y ait une vraie prise en charge et un vrai accompagnement. Donc c'est pour ça que, bah, bon, oui, c'est gentil, hein, de l'inclure, à la formation initiale, mais bah, nous, on consacre une, voire parfois 2 journées, à des formations complètes où on apprend aussi à écouter les victimes et déceler les signaux faibles et ça, c'est quand même quelque chose que tu peux pas apprendre, bah, tu peux pas tout voir en 5 jours, c'est normal, quoi. Donc oui, oui, c'est important aussi bah, de de se sentir accompagné et puis outillé parce qu'ils ont rien demandé les pauvres membres du CSE. À la base, tu veux aider tes collègues et puis tu te retrouves à avoir cette fonction-là qui a été ajoutée. Donc oui, maintenant j'ai l'impression, d'agir un peu plus en amont. En tout cas, c'est une volonté, d'agir un peu plus en amont. Mmh. Tu vois l'impact que ça a, ta formation, entre avant et après? Comment les élus, se sentent, un petit peu au début, j'imagine, désarmés et après la formation, est-ce qu'ils se sentent prêts à faire les choses? Et bah, c'est des retours qui m'ont été faits où on se sent, plus outillé, peut-être pas plus armé, ça c'est un terme en plus qui est, pas trop pour les termes belliqueux, mais oui, oui, en fait, notamment auprès de membres de CSE qui avaient très, très mal vécu des enquêtes internes, qui ont pas eu l'impression, que l'enquête, elle était, à charge et à décharge et ça leur a posé problème et on le conçoit complètement et même s'il y a il y a plein de choses qui ont pas été expliquées, donc prendre le temps de décortiquer aussi, bah, comment ça se fait une enquête interne, c'est quoi les recommandations, ben, de l'ANACT et cetera, bah, ça ouais, ça soulage un peu et oui, on a vraiment pris le temps de reprendre, c'est quoi les faits, on s'est entraîné sur de l'accueil de parole aussi oui, oui, globalement, oui, les retours, c'est ça, c'est on se sent plus armé et bah, on aurait bien aimé l'avoir avant, quoi. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Mmh. Et après les formations, ça t'arrive de ravoir des contacts avec tes stagiaires? Pas forcément, moi, c'est plutôt des one shot. Alors, j'interviens, mais pas que par rapport au CSE, mais avec, moi, dans une structure où je c'est un contrat où j'interviens vraiment plusieurs fois. Donc des retours qui ont pu m'être faits, c'est, bah, on a plus de signalements et ça, c'est positif, parce qu'au départ, c'est un peu la panique: «On a des signalements, on sait pas quoi faire». Bah oui, mais heureusement, si on fait des actions de prévention et qu'on communique là-dessus, forcément, vous allez être plus sollicité et je comprends que ça puisse, comment dire? Vous oppresser au départ parce on s'y attendait peut-être pas, mais évidemment que ça génère du flux et c'est positif. L'effet, il y en a, on le sait. Donc s'ils sont signalés, c'est positif. C'est positif de parler des problèmes, pourquoi? Ouais, super cette question. Heu, c'est positif de parler des problèmes, pourquoi? C'est quelque chose que je pense vraiment, hein, mais parfois, on a l'impression que montrer une tâche, ça nous rend coupable d'avoir fait la tâche, mais c'est pas ce que je pense. Moi je crois que mettre la poussière sous le tapis, c'est pas tenable longtemps en fait.
Donc, parler des problèmes, c'est aussi se rendre compte, ben, pas mettre la tête dans le sable, c'est être face à ses responsabilités, se rendre compte bah, qu'il y a une problématique aussi. Donc, c'est une solution, ben, une solution ou pas, mais en tout cas, essayer de mettre en place des choses pour la situation problème qu'on nous a signalée, mais surtout éviter qu'il y en ait d'autres qui arrivent. Et donc, c'est que positif en fait. C'est ne pas parler des problèmes, ça n'efface pas le problème, ça se saurait. Oui. Moi, j'aime bien parler de l'amélioration continue, qui est une valeur que je porte. Et il y a trop de gens qui pensent que l'amélioration continue, ça devrait être une forme de perfection continue. Ah, Et si tu oui, parce que regardes les documents uniques, par exemple, tu as des documents uniques, tout est vert, tout va bien, on maîtrise tous les risques à la perfection. Et si tout va bien, du coup, vous travaillez sur quoi? intéressant. Et je pense que ça doit être rassurant et je peux comprendre, hein, ça doit être rassurant de dire: «Ah bah ça on l'a fait, ça c'est positif». Mais effectivement, c'est quoi vos axes d'amélioration? C'est très pertinent de faire cette remarque-là, je trouve. Et est-ce que ça serait peut-être pas lié à notre historique scolaire? Tu as fait du droit aussi? J'ai j'ai fait un peu de droit du travail dans ma formation. Moi, je suis QSE de base, donc j'ai cette casquette-là, donc un petit peu droit du travail, un peu droit de l'environnement, mais rien à voir avec ce que toi tu as fait. Mais je parlais même plus de la vie scolaire au sens large, simplement primaire, collège, lycée, le parcours standard. Et j'ai l'impression qu'on se concentre beaucoup sur les notes et sur le résultat. Ah c'est sûr. Et en gros, on apprend que c'est pas bien de pas cocher toutes les cases et de pas avoir tous les points. Et Plutôt que d'apprendre on ne nous apprend pas qu'essayer c'est déjà, super en fait. Et exactement, c'est pour ça que c'est aussi pour ça je crois que les Français sont nuls en langue, c'est que, tant que notre phrase elle sera pas parfaite ou que notre accent sera pas parfait, on n'osera jamais s'exprimer. Et c'est flagrant sur les langues, mais effectivement, tu as raison, c'est général. Je crois qu'effectivement, notre système de notes n'aide pas, ouais. Mmh, c'est intéressant. et du coup, on valorise la réussite, mais on valorise pas l'effort. C'est vrai, Et ça donne pas c'est vrai. envie de faire des efforts si en fait t'as pas la facilité d'avoir la réussite assez vite. Bah, tu vas te dire ça sert à rien, je n'y arriverai pas, je ne pourrai pas. Et je me demande si dans les entreprises, on n'a pas un peu cette même tendance à se dire je valorise la réussite, j'ai tout bien fait, mais je valorise pas l'effort pour arriver à bien faire les choses. Alors j'avais l'impression, bon, dans mon parcours professionnel, j'avais quand même l'impression que dans une des entreprises, dans lesquelles j'ai travaillé assez longuement, pour le coup, je crois qu'il y avait une valorisation de l'effort. Oui, il y a Ok. quand même des objectifs de résultats, ben, ça dépend des services, on va dire, mais c'est, je sais pas, il y avait des attributions de points de compétences, par exemple. J'ai déjà, vu des collègues qui ont eu des points de compétences, qu'il y avait une nette amélioration à leur échelle à elles et ça, Mhm. je trouve ça super chouette aussi. Mais effectivement, oui, on a tous, des points forts, des points faibles et déjà, améliorer, quelque chose, c'est déjà quelque chose qu'on pourrait valoriser sans se dire, «Il faut absolument atteindre un objectif», atteignable ou pas d'ailleurs. Et c'est dommage parce que on est trop binaire du coup. Mmh. On y est, on n'y est pas. Dans les négociations, c'est un autre sujet, je pense, qui touche beaucoup les CSE, alors surtout les délégués syndicaux dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, mais négocier pour avoir des avantages, ça fait, ou des améliorations des conditions de travail, ça fait partie des missions du CSE. On va se retrouver à se dire j'ai réussi, j'ai écrasé mon adversaire, tout va bien. J'ai une petite amélioration, mais c'est pas ce que je m'étais fixé comme objectif. Je suis nul, j'y arrive pas et ce que j'ai fait, ça sert à rien. Tu vois, il y a pas d'entre-deux où on se dit bah, c'est déjà un peu mieux que ce qu'on avait et donc c'est une réussite. Ouais. Oui, c'est sans doute quelque chose qu'il faudrait, ben, j'imagine que tu le passes lors de tes formations, mais en fait, faut rassurer les gens aussi. Moi, ce que je peux dire en prévention, c'est, je serais pas parfait. Moi, même, bah, j'ai 10 ans de pratique en aide aux victimes, tous mes entretiens étaient pas parfaits. Pas mauvaises, je crois quand même, mais
mais l'idée, c'est, bah, on fait de son mieux déjà et on va essayer de resserrer au maximum les mailles du filet, mais on ne sera pas parfait du tout et puis c'est pas grave. Vaut mieux faire que faire parfait et ne pas faire finalement. Oui, j'avais une phrase en tête que j'ai déjà lue quelque part que je trouvais intéressante. C'était quelque chose du genre vaut mieux mal faire le bien que bien faire le mal. OK. Et l'idée, c'est ça, c'est que probablement le jour où tu as ta première situation à gérer, euh, rationnellement, tu seras pas au point. Parce que tu vas avoir les émotions qui vont prendre le dessus, t'as pas encore des habitudes, tout le monde a un peu ce tabou de se dire ah non, on parle pas de ça, c'est un sujet qui est trop grave, on veut gérer ça le plus vite possible puis s'en débarrasser. Mais essayez juste de faire de votre mieux. Ce sera déjà énorme. Et peut-être que si vous refaisiez la même enquête plus tard, vous la ferez différemment, mais c'est pas grave. Vous aurez déjà fait de votre mieux, écoutez la victime, essayez de trouver des éléments factuels. Ce que vous aurez trouvé, c'est bien. Peut-être vous aurez pas trouvé, peut-être vous aurez pas toutes les réponses, mais vous aurez fait de votre mieux et je pense que c'est important de travailler sur ça, quoi. Oui, 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 je suis complètement d'accord et c'est aussi, pour ça que moi j'adore les mises en situation et les jeux de rôle parce que je me dis: «Bah, tant qu'à faire, votre première fois elle sera peut-être pas parfaite, le c'est su bah, a priori elle sera pas parfaite ou alors vous êtes, un génie, de l'accueil des victimes et tant mieux, mais c'est pas tous les jours quand même». Heu, mais je préfère que votre première fois, elle soit avec moi en formation, très sécurisée et voilà, que tout seul face à quelqu'un. Donc c'est aussi une façon de s'essayer et et oui, évidemment, mais c'est comme tous les apprentissages. La première fois que tu fais quelque chose, tu le fais, moins bien que la centième. Après, on n'espère pas forcément qu'il y en aura 100, mais oui, Et, oui, et du coup, dans les... Alors moi, je suis un grand amateur aussi de mise en situation, de jeux de rôle, de théâtre d'impro, enfin de choses qui rendent, à mon sens, la formation plus intéressante. Mais c'est quoi les éléments qui t'intéressent dans cet exercice? Parce que le but, c'est pas de faire un exercice pour faire un exercice. Il y a un objectif derrière. bien sûr. C'est surtout, la posture, faire attention à laisser la personne s'exprimer. Heu, on a essayé de travailler sur les questions ouvertes, sur, bah, donc sur l'écoute active, donc c'est vraiment, on travaille en priorité la posture. Et par rapport au cas, parce que donc une personne qui joue la victime ou le témoin ou si personne veut y aller, je peux le faire moi et c'est, pas une difficulté. Ça dépend aussi de la taille de du groupe Mhm. et heu et du coup, bah, est-ce que la personne s'est sentie écoutée? Ça va être déjà une des questions, et un des objectifs et puis après, bah, est-ce qu'on a des éléments factuels? Est-ce qu'on a pensé orientation? Et c'est là, en général, où ils se mettent la pression: «Ah, j'ai pas pensé à ça, j'ai pas pensé à ça». Et on se détend. Tu as pas pensé à tout, on pense jamais à tout, c'est OK. Puis on vient de le voir, si c'est une formation sur une journée, pardon, bah, on vient de le voir en fait. Forcément, tu as pas retenu et c'est complètement OK. Toi, quand tu prépareras un entretien, tu auras peut-être ta checklist et c'est complètement OK aussi, ce sera plus simple. Donc là, c'est normal que ce soit, que ces objectifs-là, ces objectifs, ces quêtes secondaires, j'ai envie de dire, soient pas forcément atteintes. La 1re, quête qui est, essentielle et que je veux vraiment qu'il soit atteinte, c'est, être capable d'écouter. C'est déjà, génial et d'avoir compris, l'essentiel de la situation. OK, bah, ça c'est bien. Après, objectif, secondaire, bon rassurer ça c'est, aussi un objectif qui est intéressant et puis sinon, bah, on réoriente et on suit le rythme, de la personne, on n'impose rien parce qu'on n'est pas obligé de 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 prendre sa casquette de shérif, hein, son chapeau de shérif et penser qu'on a la solution. Non, on confond souvent aussi, c'est intéressant ce que tu as dit tout à l'heure, c'est on veut trouver vite une solution parce que, bah, on panique par rapport à ce type de fait et on confond souvent important et urgent. Il y a pas souvent d'urgence en fait. Il y a parfois des urgences et il y a des protections, urgentes à mettre en place, mais majoritairement, on est sur quelque chose d'important mais pas urgent. Mhm. On peut se permettre aussi d'aller au rythme de la personne. Et alors, c'est intéressant, tu dis, la priorité, c'est d'écouter. Euh, mais en même temps, tout ce qu'on écoute n'est pas forcément factuel. Oui. Alors, comment tu expliques, comment tu apprends aux gens qu'est-ce qui est un élément factuel qu'on va retenir
Et qu'est-ce qu'un élément plutôt émotionnel, ressenti, préjugé, qu'il faudra mettre de côté? Pas forcément jeter, parce que parfois derrière ça, il peut y avoir des faits qui se cachent, mais en tout cas, il faut le traiter comme étant un fait ou pas un fait. Comment tu conseilles un peu les élus sur ces sujets? Alors ça dépend à quel stade on est, j'ai envie de dire. Si c'est le premier signalement, que la personne vient prendre des renseignements peut-être et signale au référent CSE, je suis pas forcément sur, on est sur la recherche de faits. Là, c'est OK pour accueillir le ressenti et on voit comment aussi on laisse de la place à ça. Donc là, Heu, on se placerait plutôt avant l'enquête. oui, complètement, complètement. Ok. C'est vraiment au tout début, avant qu'il y ait l'enquête et au moment de l'enquête, là, par contre, on est sur de la recherche de faits et là, on est obligé d'être à charge et à décharge et bah, qu'est-ce qu'est un fait? Bah, oui, ça, on a des exercices pour ça aussi, et puis être sûr de bien mettre les mêmes mots derrière les mêmes choses parce qu'il faut faire attention à ce on est tous, heu, empreints d'une histoire et on peut tous interpréter les choses. Donc ne pas hésiter à creuser davantage. S'il y a quelque chose que je ne suis pas sûre d'avoir compris, bah, je demande. Faire attention, pas forcément demander: «Est-ce qu'il y a des éléments de preuve?» parce que ça peut aussi être, une question qui peut, déranger. C'est: «Ah bah, j'ai pas de preuves, donc je peux rien dire». Si, des preuves, souvent, il y en a plein, mais on se rend pas compte qu'on a des preuves, en fait. Donc Mhm. concrètement, bah, Heu, il me parle mal. OK, qu'est-ce que tu entends par là? Question ouverte. Bah, il me dit ça. OK. Est-ce que tu as d'autres, ben, quels sont les autres exemples ou, quelle est la fréquence? Ben, on va vraiment essayer d'avoir le plus d'éléments sur chaque fait qui vont être, rapportés, en fait et puis, que la personne ne se sente pas, comment dire? Jugé? Juger, oui, tout complètement, c'est le terme, merci et puis, bah, par contre, moi, j'invite fortement, les référents, CSE à ne pas qualifier les faits. Je peux recevoir la parole et penser que c'est très très compliqué, dire: «De ce que tu me dis, ça ressemble à des faits de harcèlement», ça, c'est OK, mais je n'irai pas dire: «Ah, tu étais victime de harcèlement, il faut qu'on fasse quelque chose». Parce que si derrière, malheureusement, il n'y a pas d'éléments factuels et qu'on n'a pas de sanction et qu'il se passe pas grand chose, ça va être très douloureux aussi à vivre. Donc c'est ça aussi, ces choses-là, c'est qu'on travaille ensemble. Mais les faits, oui, vraiment, c'est, bah, à chaque fois, qu'est-ce qui peut tenir? Parce que et on voit aussi l'obligation de l'employeur pour expliquer aux référents CSE, bah, qu'il y a une obligation de prévention, protection et pour sanctionner, par contre, ce type de fait, bah, on a intérêt à avoir un dossier solide, sinon il y a un risque, Le prud'homal quand même contentieux qui est pas derrière. c'est ça et on veut ben, c'est pas si simple donc j'aime bien aussi faire un exercice pour faire comprendre ça que, bah, qu'est-ce qu'on mettrait en place si on avait une petite baguette magique, en action de prévention, de protection et puis, de sanction et on voit qu'on met pas tous le curseur au même endroit. Mhm. Pour le même type de fait, j'ai des personnes bah, qui, souhaiteraient, qu'il y ait un licenciement et d'autres qui se contenteraient d'un avertissement. Je trouve ça très intéressant aussi sur ce que ça dit, bah, de notre posture par rapport à ces faits-là. Et donc, bah, l'idée, c'est on voit qu'on ne fait pas toujours les mêmes sanctions, mais voilà, on a besoin de preuves. Le droit, il est gourmand en preuves et on ne va pas sanctionner quelqu'un sans preuve. On peut protéger sans preuve parce qu'il y a quand même le temps de l'enquête, mais qu'est-ce qu'on fait après de cette situation? Et puis, qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas d'éléments? Bah, on a ces personnes-là qui vont continuer à travailler ensemble ou pas, si on Et a la chance que. la problématique souvent que j'ai auprès des CSE quand ils nous demandent d'intervenir pour des sujets qui sont liés au harcèlement, c'est à partir de quand je peux déclencher l'enquête. Hmm, ok, Parce que là, on parle des éléments factuels, mais c'est les éléments factuels, c'est l'enquête qui va nous permettre de les valider. tout à fait. Alors, qu'est-ce qui nous permet de se dire, ça y est, j'ai assez de billes pour déclencher mon enquête? Bah, tu leur réponds quoi, toi? C'est moi qui pose des questions ici. Bon, moi, je parle du Ok, faisceau d'indices, sinon, pour plus sérieusement, mais, oui, mais oui, je suis intéressé par ta réponse et c'est pour ça que je. c'est que c'est rarement, ben, on a rarement, on aimerait bien, hein, mais avoir un écrit, par exemple, ou des aveux, non, ça c'est des preuves, très, très fortes. Ça, c'est malheureusement rarement le cas. Donc effectivement, ça va être, ça plus ça plus ça. Peut-être, il est pas impossible que le référent CSE, il n'ait pas reçu qu'un seul signalement. Donc ça, c'est intéressant aussi et bah, parole contre parole,
bon, il n'y a pas encore la parole de l'autre personne puisqu'il n'y a pas encore eu l'enquête. Mais si j'ai une personne qui me rapporte des faits, c'est peut-être compliqué. Mais elle a plus d'éléments de faits qu'elle ne pense. Très souvent, les gens oublient ce qui s'est passé. Donc moi, ce que j'invite fortement à faire pour les personnes qui sont victimes, c'est de se faire comme un journal de bord. Il existe des sites qui le permettent. Il y a Mémo de vie qui est porté par la Fédération France Victime qui permet de collecter l'ensemble des faits et les preuves. Mais on peut aussi le faire par mail, tout simplement. On s'envoie des mails à soi-même. Parce que je me rappelle peut-être pas que mon chef, ma chef, ce jour-là, m'a mal parlé ou a fait des propos qui m'ont heurté. Peut-être que je me rappelle pas maintenant, en 2026, mais que je me suis envoyé un mail en 2025. Et ça, plus ça, bah, j'invente pas en 2026 avoir été victime de harcèlement moral, par exemple, de la part de ma responsable. Puisque déjà en 2025, je m'étais envoyé un mail avec les éléments que j'avais pu recenser. Donc c'est intéressant aussi en termes c'est un début de preuve aussi, quoi. Et on a plus de preuves qu'on pense. Parfois on l'a rapporté à quelqu'un. Il y a toujours ces éléments-là. Donc oui, c'est complètement pertinent de dire le faisceau d'indices. Parce que la preuve absolue, bah, jamais. C'est vraiment rarissime. Donc oui. Et est-ce que tu penses qu'un salarié qui s'engage en nous disant il a subi du harcèlement, Hmm. avant qu'on ait les éléments de preuve en discutant avec lui, on a ces infos, que ça dure depuis longtemps, on n'a pas les mails, on n'a pas tout ça. Par contre, il nous le dit, éventuellement, on a un témoin avec nous qui peut confirmer qu'on a bien eu cette conversation. Est-ce que c'est un faisceau Ouais. d'indices qui est suffisant pour déclencher l'enquête? C'est un témoin. Attends, pour être sûr de comprendre ta question, c'est un Donc, témoin qui a assisté aux par faits exemple, on ou est qui. ensemble deux élus du CSE, Ouais, et il y a un troisième qui vient nous voir, qui me dit, voilà, je vis du harcèlement depuis 2025 de la part de ma chef. ok. On discute avec lui, il raconte ce que tu dis. Il nous parle pas de mail, pas de sauvegarde, tout ça. Mais est-ce que là, on a assez pour déclencher pour toi cet harcèlement grâce au faisceau d'indices de ce qu'il nous a dit? Donc on a que ces propos, on est On n'a d'accord, que et ces on a. propos. Ça ne veut pas dire que les autres trucs n'existent pas, mais en tout cas, parce qu'en fait, ça correspond souvent à ça, la situation que les élus vivent. C'est un salarié est venu me parler, il m'a dit une situation. Généralement, parler de la situation, ça fait du bien. Et du coup, ils se sentent soulagés et soit à la fin de la conversation, ils disent bah, c'est bon, t'en parles à personne. Soit le lendemain, tu reçois un petit appel en disant tu vois ce que je t'ai dit hier, tu gardes ça pour toi, tout va bien, c'est bon, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu conseilles dans ces situations? Je pourrais te donner après ma réponse aussi, mais. Ok. Alors si la personne, moi je suis pour aller au rythme de la personne. Je suis pas Ok. pour. Mais ça c'est forcément une posture que j'ai héritée de l'aide aux victimes. Hein. J'irai jamais forcer une victime d'infraction pénale à déposer plainte. Je ne ferai pas ça non plus pour une victime de harcèlement en entreprise. Euh, L'idée, c'est de peut-être différer, parce que le jour J, ça lui fait du bien d'en parler. Tu te dis que le lendemain, la personne, elle te dit non, je préfère que ça s'arrête là, on va pas plus Mhm. loin. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on se recale un rendez-vous pour voir, bah, t'en es où maintenant? Et puis, t'as quoi comme élément? Parce que je suis convaincue qu'il y en a des éléments, même si elle ne s'est pas envoyé un mail à elle-même, il y a forcément des traces quelque part qui seront des éléments factuels. Et rassurer sur, bah, si tu es venu m'en parler, il y a peut-être une raison aussi. Et pourquoi maintenant tu veux pas que ça aille plus loin? C'est travailler ensemble sur ça. Parce que si moi je pars sur l'enquête et que finalement la personne elle veut plus parler, elle dit non, non, mais il n'y a rien, c'est moi qui ai surréagi, c'est mon ressenti, je suis très émotif Mhm. ou très émotive, et ben ça va se casser la figure aussi et c'est pas le but. Euh, je trouve qu'il faut pas qu'on subisse son enquête non plus. Ben, c'est pas son enquête, mais il faut pas qu'on subisse l'enquête. Ça fait une survictimisation qui serait quand même problématique à mon sens. Si maintenant, les faits qu'on t'évoque, te font un tilt où tu te dis, bah, là, il y a mise en danger, heu, là, par contre, j'enclenche, quoi. Là, je me Mhm. pose pas la question. Parce Ouais, que l'idée, c'est c'est un peu le bémol que j'aurais mis aussi. En gros, est-ce que la personne est en danger, au sens large, on va dire? Parce que c'est ça. ne rien faire, ça serait de la non-assistance en personne en danger. Donc même nous, on pourrait mettre notre responsabilité en cours en marche, quoi.
Et puis Oui, parfois, puis même sans parler malheureusement, de pardon. bah, en fait, c'est des valeurs éthiques aussi. Tu as une personne qui est blessée. Voilà. Dans l'entreprise, on est là et on est censé veiller les uns sur les autres. D'abord l'employeur par son organisation, ensuite les managers par rapport à suivre l'organisation de l'employeur, et puis au final tous les salariés parce qu'ils font ou parce qu'ils font pas et qui peut avoir une atteinte sur la santé des autres. Et ne pas déclencher une alerte, bah, c'est ne pas faire quelque chose qui peut avoir un impact sur la santé des autres. Et si je sens, donc c'est ce que je dis en tout cas aux élus, hein, si vous sentez que dans cette situation, la personne elle est pas bien, qu'elle en souffre vraiment. Un exemple bête, hein, mais elle vient vous voir, elle est en train de pleurer. Enfin, c'est pas anodin, hein, enfin, c'est assez rare qu'un adulte aujourd'hui dans le monde professionnel pleure en public devant un autre. Donc il y a quelque chose et du coup, le fait de vous en parler, c'est un appel au secours. Alors oui, peut-être que, la personne va pas être contente, que vous en ayez parlé parce que, bah, forcément ça va déclencher des choses, ça va déclencher des situations où ça sera peut-être inconfortable pour elle de parler de ce qui s'est passé, de ce qu'on lui a dit. Peut-être que ça va réveiller des choses pas agréables, mais l'objectif, c'est pas de faire du mal. L'objectif, c'est cette situation qui souffre de souffrance, on veut la traiter pour qu'elle disparaisse. C'est un peu comme si on allait au médecin, en fait. Bah, voilà, on a une opération à subir, c'est pas quelque chose de rigolo, on va peut-être, être, coupé, recousu, mais l'objectif derrière, c'est que ça cicatrise et que la maladie, ou le problème qui soit traité disparaisse. Bah, c'est un peu ça l'alerte pour moi aussi, c'est euh, s'il y a un danger, bah, il faut enclencher. Par contre, si on sent que c'est un peu léger parce que peut-être la personne ne nous a pas donné assez d'infos et que on a juste un début de quelque chose, bah, c'est là où c'est intéressant de tracer. Et ça m'emmène sur la question que j'ai posée sur mon petit papier. Tu nous parlais de mes mots de vie, de France Victime, de s'envoyer un mail. Moi, souvent, ce qu'on me dit, c'est on ne peut pas garder des infos parce qu'avec la RGPD, on n'a pas le droit. Ah, le CSE qui se dit ça? C'est les élus qui me disent ça. OK. Et après, moi, j'ai ma réponse, mais j'ai envie d'entendre la tienne. Heu, le RGPD, c'est pour protéger les gens, OK? Donc on protège les données pour protéger les gens, pour qu'on nos données ne soient pas, revendues et que, bah, je travaille plus pour, une entreprise, il y a pas de raison qu'elle ait mon numéro de sécu, 10 ans après, par exemple, voilà. OK. Là, on n'est pas sur, des choses, qu'on va conserver. Ben, on a le droit de conserver ce genre d'informations-là dans le délai de la prescription. Il y a pas de c'est pas déconnant avec le RGPD, c'est pas du tout incompatible, en fait. Mhm. Donc c'est des choses qui sont aussi pour protéger les gens. Donc, ben, entre protéger tes données et protéger l'humain, moi, mon choix, il est très, très vite fait, donc j'ai pas de problématique, avec ça du tout. Et de toute façon, on le fera dans un cadre qui est complètement OK. Alors j'ai des, référents CSE qui étaient embêtés avec ça parce que, l'employeur aussi, les invitait à faire des captations et bon, ils ne savaient pas trop quoi faire de ça. Alors les captations, c'est encore autre chose parce qu'en termes de protection, c'est un peu intrusif. Je suis pas sûre que ça aide à la libération de la parole. On peut être très mal à l'aise avec l'idée d'être enregistré. Eux, c'était pour avoir plus d'éléments de preuve. Je fais: «Bah, de toute façon, vous êtes formés, vous allez, heu, vous allez accueillir la parole, donc nous, on a besoin d'enregistrer pour avoir une preuve en plus». Ben, vous êtes un témoin, donc c'est quelque chose, les dires de la personne, qu'elle soit, enregistrée, dans une captation audio ou que vous les ayez vous reçus, je vois pas bien la plus-value, quoi. L'idée, c'est peut-être en plus, on peut très bien, se tromper sur des dates aussi et sur un premier témoignage, donc je trouve pas forcément ça pourrait être, contre-productif. Mais non, non, oui, il y a des RGPD, je comprends que ça fasse peur parce qu'on c'est quelque chose qu'on dit, mais les éléments qui concernent, par exemple, des faits de harcèlement, bah, vous allez les garder le temps d'une procédure, donc vous ne les garderez pas ad vitam aeternam et heu et c'est OK aussi, en fait. Donc c'est pas du tout, bah, je vois pas comment c'est contradictoire, quoi. En fait, moi je suis d'accord, ça a pas de sens de mettre les choses en opposition, mais je pense que parfois c'est des excuses qui sont utilisées pour on comprend pas trop, on est embêté dans l'entreprise pour certaines choses. Je pense aux RH notamment qui ont beaucoup de données sensibles. Et puis d'un seul coup, il y a des petits élus
qui n'ont pas fait les études de ressources humaines, qui comprennent pas les enjeux, tout ça, et puis ils ont envie d'avoir des documents, et on sait que dans ces documents, il y a des infos qui sont confidentielles et qu'il faut pas faire n'importe quoi avec. Puis c'est un peu facile de dire, ah non, avec la RGPD, vous n'avez pas le droit de les avoir, puis ça allait vite de gérer les situations, mais pour moi, ça n'a pas de sens. J'ai les mêmes problématiques sur les questions des accidents de travail. Ah bah non, je peux pas vous donner le rapport de l'accident de travail parce que c'est des données confidentielles sur ce qui arrivait aux salariés. Bah oui, mais si on n'a pas ça, on peut pas faire d'enquête sur l'accident. Enfin, on peut pas faire une enquête si on sait pas qui c'est, on peut pas faire une enquête si on sait pas ce qui s'est passé. Enfin, tu vois, il y a des gens qui sont complètement déconnectés de la réalité, ou alors qui pensent que les élus du CSE, ils ont un podcast dans lequel ils racontent la vie des salariés à tout le monde. Et du coup, il faut surtout pas que dans ce podcast, ils apparaissent. Enfin, ça a pas de sens ce qu'on est en train d'imaginer. Pourtant, c'est la réalité dans Ouais, c'est triste. de nombreuses Ça veut dire entreprises. Je que m'engage peut-être en disant ça, mais dans plusieurs entreprises, j'ai eu ce retour-là. donc il y a une certaine, si j'entends ce que tu dis, il y a une certaine défiance vis-à-vis de, bah, des élus du CSE et puis on pense qu'ils seraient pas alors peut-être aussi parce qu'il y a une méfiance des syndicats et que peut-être ça, hein, je sais pas, et on a peut-être peur en tant qu'entreprise que ça nous soit reproché dans d'autres cadres, mais ça veut dire qu'on n'a pas compris la fonction, en fait. Ah, mais je pense que tu as très bien mis le doigt sur le problème. La plupart des entreprises ne comprennent pas le rôle du CSE. Certaines entreprises sont prises en otage par la guéguerre syndicale historique de leur entreprise et ils sont persuadés que les syndicats et le CSE sont là uniquement pour pourrir l'employeur, ce qui est majoritairement faux. Il y a des situations dans lesquelles c'est vrai, mais en tout cas, la plupart des élus que je rencontre, c'est jamais leur objectif. Et j'ai un petit visiteur à quatre pattes qui vient de me sauter dessus. Et, et- et du coup, ils se retrouvent très embêtés parce que, ah bah, qu'est-ce qu'on fait? On a toujours dit non et maintenant on accepte ça. Comment on va fonctionner aujourd'hui? Alors, peut-être que du coup, ben, je ne sais pas si c'est. Est-ce que c'est pire? Enfin, ça m'intéresse ça, parce que depuis que ça a fusionné et est-ce que les entreprises étaient aussi méfiantes quand c'était très clairement CHSCT et donc là on sait que c'est pour la sécurité, voilà, ou pas? Est-ce que tu as cette impression-là? Est-ce que c'est depuis que ça a été regroupé J'ai pas de données chiffrées pour répondre de façon factuelle. Je peux donner mon avis au doigt levé, mais ça vaut pas grand-chose. Ouais. Je pense pas que ça change grand-chose parce qu'en fait, au final, maintenant tous les élus ont toutes les casquettes. Hmm. Donc ça aurait plutôt tendance à simplifier. Je pense que le problème, c'est plus qu'on est dans une société qui est très fracturée et qui vit dans le conflit. Les partis politiques, ils existent dans le conflit pour insulter les autres partis politiques qui ont des idées qui sont plus débiles que les leurs. En tout cas, c'est ce qu'ils disent et c'est comme ça qu'ils existent. Et je pense que par mimétisme social, on apprend et on fait un peu la même chose. C'est-à-dire que dans un CSE, bah, tu vas en avoir peut-être dans un syndicat qui était plutôt minoritaire aux élections, qui vont exister en se mettant en opposition de ce que fait tout le CSE. Et c'est dommage, parce que moi c'est ce que je dis en formation, vous faites votre propagande électorale pendant la période d'élection, ça fait partie du jeu, mais une fois que vous êtes élu, bah, vous êtes dans le même bateau pendant 4 ans, l'objectif c'est que le bateau il avance le plus vite possible dans la direction amélioration des conditions de travail des salariés, et vous êtes tous d'accord sur ça. Que tu prennes les syndicats qui sont les syndicats des cadres ou les syndicats des salariés, ils veulent, des salariés employés, agents de maîtrise, ils veulent tous améliorer les conditions de travail. Il n'y a pas un syndicat qui va dire ouais, moi, mon objectif, c'est vraiment de détériorer les conditions de travail, je veux que les salariés ils morflent. Ça n'existe pas. Par contre, Heureusement. bah, ils imaginent que l'employeur il a un peu cet objectif-là, que c'est un méchant patron qui veut gagner un maximum d'argent. Alors, l'entreprise est là pour gagner de l'argent, oui, mais par contre, elle ne gagnera pas d'argent si elle massacre son dialogue social, si elle massacre ses salariés. Il va falloir travailler en bonne intelligence. Et aujourd'hui, on a du mal en France à travailler en bonne intelligence parce que, en gros, une victoire, c'est une défaite de l'autre. Si je fais une négociation, j'ai gagné si l'autre a perdu.
Alors qu'une victoire, ça pourrait être j'avais 1, j'ai 1,0001, bah, c'est une victoire. C'est une amélioration continue. Et puis, bah, effectivement, si mon objectif c'est d'être 2, bah, je n'ai pas atteint mon objectif. Mais en tout cas, j'ai progressé par rapport à ce que je voulais. Et il faut qu'on apprenne à travailler sur ça. Bah, ça va un peu avec ce que tu disais aussi tout à l'heure, le fait de déjà s'améliorer finalement. C'est lié. C'est pas parce que tu n'as pas atteint l'objectif que tu as échoué. Bah oui, oui, c'est la même chose. Ouais, Suis-je redondant dans mes propos? Je suis pas désolé du tout. pour Tu es ceux qui nous cohérent. écoutent. Bon, ça va. Si c'est de la cohérence, ça va. Merci, Oui, Sabrina. oui, c'est beaucoup mieux. J'aimerais bien te poser une question que je pose à chacun des invités. L'année s'y prête bien en plus. On a normalement cette année des renouvellements. C'est-à-dire des élus qui vont être de nouveaux élus. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à ces nouveaux élus euh, qui feront peut-être face à des situations de harcèlement ou de façon préventive pour éviter qu'ils fassent face aux situations de harcèlement? Qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en place? Voilà, si tu as des petites idées, moi je les note et puis ce sera des petits conseils pratiques qui seront utiles alors je dis pour les nouveaux, mais ça s'applique tout aussi pour tout le monde, hein. Peut-être, c'est peut-être idiot, mais un affichage plus fréquent, on va dire. Euh, on a rarement des affichages des référents CSE. On a principalement les affichages obligatoires de la RH en fait, mais on va travailler avec certains référents justement sur une formation qu'on a faite. On a travaillé sur comment on fait pour communiquer. Et oui, communiquer en fait. C'est dommage d'exister et qu'on ne sache pas que vous existiez. Ce que je t'ai dit aussi avant qu'on commence le podcast, moi j'ai travaillé dans une structure, donc une structure où on est 300, et je n'étais pas informée de qui était le référent harcèlement sexuel et agissement sexiste dans cet établissement. C'est dommage, hein. On existe et on ne sait pas qu'on existe. Donc, à minima, vous prenez un poste, c'est super, vous êtes, bon, vous êtes formé en tant que référent CSE, pardon, pas référent à harcèlement et agissement sexiste, tant mieux, parce que c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, encore mieux. Mais communiquez dessus, vraiment. Si on sait que vous existez, on a plus de chances que les gens viennent vous voir. Donc ça serait top déjà de savoir que les gens existent et que cette chose-là existe. Et puis peut-être communiquer aussi sur les chiffres. Une femme sur trois victime de harcèlement sexuel dans sa carrière, c'est pas anodin. Donc, je ne veux pas croire qu'il n'y en ait pas dans telle entreprise ou telle entreprise. Il y en a forcément. Mhm. C'est des statistiques qui font peur, hein. Quand on voit ça, ça c'est monstrueux. Ça veut dire que bah, dans toutes les entreprises où il y a plus de 3 femmes, tu as une victime en fait. Exactement. Alors dans sa carrière, hein, donc elle va pas forcément rester que dans cette entreprise, mais oui, imaginons que tu fasses toute ta carrière dans la même entreprise. Bah oui, sur trois femmes, tu as une femme victime. Donc Alors c'est afficher aussi, des références sur le CSE, communiquer sur tout ça. mais oui, communiquer, parlons. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On va peut-être être redondant, mais ne pas parler du problème, c'est pas effacer le problème, c'est juste l'ignorer. Donc, on fait pas les autruches, ça existe. Pourquoi pas, oui, un affichage qui dit une femme sur trois. Est-ce que c'est vous? Enfin, j'en sais rien. Je dis ça. Ce qui correspond à la culture de l'entreprise, c'est ce qui est le mieux, je crois. Mais Mhm. et puis, qu'on identifie les gens, qui est pour moi, plusieurs référents. Ça, c'est pareil. Euh, Ça fait partie des choses positives parce que je peux comprendre qu'on soit plus à l'aise avec certaines personnes. euh, Pas forcément parce que c'est un homme ou parce que c'est une femme, non. Mais parce que je connais Bidule et je connais moins de trucs. Et donc, pour moi, c'est un peu plus compliqué de lui parler. Et c'est OK aussi. Donc, multiplier les portes d'entrée. Donc, on communique, on parle du problème, on communique, et puis on peut aussi parler en plus macro des problématiques de la société sur ce sujet-là, pour se rendre compte, c'est pas que interne, et donc on fait partie du problème forcément parce qu'on fait partie de la société. Donc, mettons pas la poussière sous le tapis, c'est ça le gros conseil. C'est intéressant ce que tu dis. Ça me fait penser aux fins de formation de 5 jours. J'arrive sur ces thématiques-là.
Et j'imagine que tu as déjà entendu parler de la pyramide du viol, tu sais, Bien sûr. le, le concept qui montre en fait plein de petites actions du quotidien, elles ont un impact indirect sur des féminicides, notamment aujourd'hui en France. Et ce que C'est je leur comment dis, pardon, non, je te coupe encore, je suis désolée. c'est rien, c'est moi qui t'ai coupé. Aujourd'hui, je leur dis, vous ne pourrez pas changer toute la société, mais vous pouvez travailler à changer votre entreprise. Et si tout le monde change son entreprise, bah derrière, on ira beaucoup mieux, quoi. Et du coup, toi, tu voulais dire? Eh ben, je voulais te dire, donc c'est le continuum de la violence, en fait, ce que tu évoques. Et en fait, bah, chaque étage repose sur le précédent. Donc, c'est parce qu'il y a des agissements sexistes qu'il y a des agressions, ben, du harcèlement sexuel, qu'il y a des agressions sexuelles et qu'il y a des viols. Les viols Mhm. sur le temps de travail, ça existe aussi. Alors, la pyramide, elle est de plus en plus petite parce que il y a de moins en moins de faits, heureusement, quand même. Quand on est en haut de la pyramide, on est sur les faits de viol, c'est les faits les plus graves. C'est pour ça qu'ils sont en haut, mais aussi parce que c'est les moins fréquents, et heureusement. Mais bah, malheureusement, en formation, on m'a déjà rapporté des faits de viol dans le monde du travail. Donc, on sait que 85% des viols, c'est par quelqu'un qu'on connaît. Alors, il y a une grosse moitié, c'est par son conjoint, concubin, pacsé, ou ex-conjoint, ex-concubin, ex-pacsé. OK. Bah, il reste quand même 35%. Donc les autres 35%, bah, c'est quelqu'un qu'on connaît, ça peut aussi être un collègue. Et en fait, bah, si on je suis pas forcément, pour que les gens, arrêtent de plaisanter ou autre, c'est pas du tout ça, mais si on met quand même, une vigilance sur les agissements sexistes, ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de faire des blagues, mais dans toutes les blagues, en fait, il faut faire attention à son public et il faut que ça fasse rire la personne. Si ça Mhm. me fait rire que moi, bah, c'est pas une blague. Et c'est comme quand je mets une claque. Si je mets une claque, c'est celui qui la reçoit qui sait si ça fait mal. C'est celui qui reçoit la blague qui sait si ça fait mal ou pas. Et si la personne, elle considère que c'est sexiste et que ça la blesse, eh ben, elle a raison. C'est son ressenti qui est OK. Et l'idée, c'est, bah, il n'y a pas d'entreprise où il y a des faits d'agression sexuelle et de viol s'il n'y a pas eu les étapes d'avant. Donc, soyons vigilants dès les premières étapes. C'est pas juste une blague sur les femmes, c'est pas juste une blague sur les hommes. C'est de l'agissement sexiste. Est-ce qu'on a envie de cette société-là? Bah, a priori, plus trop. Moi, en tout cas, j'espère. Et je pense Mais que bah, on vivra mieux ensemble si on fait attention à ça. absolument, mais du coup, peut-être qu'il y a des blagues qui n'ont plus leur place au travail aussi. Alors, je dis pas qu'il faut pas blaguer, Aussi. mais on peut pas blaguer de tout partout. Mm. Euh, il y a des contextes qui font que on fait pas de blagues. Je pense à un contexte tragique, mais quand on assiste à un enterrement, on va pas commencer à raconter des blagues à tout le monde pour essayer de faire rire tout le monde. Parce que c'est un contexte sérieux et triste et solennel. Bah, peut-être que dans le monde professionnel, de la même façon, il y a des blagues qui n'ont pas leur place parce que bah, c'est pas professionnel. Il y a une expression anglaise, c'est not safe for place work. Tu sais, tous les trucs un peu à connotation sexuelle sur Internet, tu as NSFW, quelque chose comme ça. Et en gros, c'est un logo pour dire si tu vas là, c'est pas des choses qui ont leur place dans le monde professionnel. Mais ça veut dire que déjà, pour les Anglais, ils ont déjà intégré qu'il y a tout un contexte de choses qui n'ont pas leur place dans le monde professionnel. Si avec tes amis, en dehors du monde professionnel, tu as envie de faire des blagues comme ça, à la limite, ça vous regarde et vous faites ce que vous voulez. Mais dans l'entreprise, tes collègues, tu vas les avoir tous les jours de l'année, 5 jours dans la semaine, de 9h à 17h généralement. Si tous les jours de l'année, tu te manges la même blague sexiste qui te fait mal, c'est pas possible. Donc il Sûr. faut accepter que bah, on ne peut pas avoir ce genre de blague partout. Et puis, il faut accepter que ben, si jamais j'arrive pas à me retenir, ce qui est fou, déjà, la personne en face, elle n'a pas fait le choix d'être avec moi. Elle a fait le choix de venir travailler ici. Donc, elle n'a pas forcément fait le choix de subir mon humour. Mhm. Et, et puis, bah, il faut accepter aussi que cette personne puisse mal la recevoir. Et à minima, si je tente une blague de ce genre, ce que je trouve pas pro non plus, hein, soyons très clairs, euh, bah, à minima, je fais attention aux signaux très faibles pour voir si ça a été bien reçu. Et je prends un risque, en fait. Donc, effectivement, est-ce que c'est des blagues de travail? Bah, peut-être pas. Est-ce qu'on est censé blaguer au travail? Ça, on fait son choix. Moi, je crois qu'on peut avoir une bonne ambiance sans faire des blagues de ce tonneau-là. Je crois qu'il y a bah, je suis née dans les années 80.
heu, les blagues, racistes, c'était vraiment, très fréquent quand j'étais jeune. Je crois que ça se faisait aussi sur le lieu de travail malheureusement. C'est pas quelque chose que j'ai subi moi parce que, bah, quand j'ai intégré le monde du travail, ça se faisait déjà un peu moins. Maintenant, je pense que ça ne se fait plus ou marginalement, en tout cas je le souhaite, et on n'a pas l'impression de plus plaisanter au travail. Ça n'empêche pas d'avoir une ambiance qui peut être Mmh. sympathique en fait. Donc bah, il va falloir que les gens comprennent qu'il est temps d'évoluer peut-être. Je pense aussi, ouais. Eh ben, merci en tout cas pour tout ça, Séverine. On arrive sur la fin de notre podcast, donc c'est le moment où tu peux, te mettre en avant, vendre tes réseaux. Comment est-ce qu'on fait si on veut travailler avec toi? Où est-ce qu'on peut, te lire, te retrouver? Comment est-ce qu'on peut te contacter? Voilà, n'hésite pas, c'est une petite, tribune qui t'est offerte pour que tu puisses parler de toi. OK et bah, principalement sur LinkedIn, donc Séverine, Hainaut, écrit comme c'est écrit, juste en dessous là. Pour ceux qui nous écoutent, Heu, est-ce que tu peux épeler ton nom? oui, ah pardon, ah bah oui, je suis bête, H-E-S comme Suzanne, N comme Nadège, A-U-X, Hainaut, H-E-S-N-A-U-X. Donc Séverine Hainaut, je vais bientôt avoir un site, qui sera normalement effectif, à la rentrée. Voilà, donc c'est aussi un moyen pour me contacter et sinon, bah, par mail, hein, séverine.hainaut@gmail.com. Hésitez pas, le LinkedIn, je le consulte, quotidiennement, donc c'est sans doute le plus simple pour me contacter. On peut faire un point ensemble via, Dice Academy si, s'il y a des besoins aussi, puisque, moi je fais les formations, prévention harcèlement sexuel, donc pour les référents agissements, sexistes et harcèlement sexuel, mais, c'est aussi une façon bah, de me contacter, donc ça peut être, chouette aussi. Voilà. Oui, si vous me demandez le contact de Séverine, je vous le donnerai, rassurez-vous. Et je vais essayer dans la description de mettre ton LinkedIn, comme ça les gens pourront simplement cliquer pour retrouver ta page. Bah, c'est adorable, merci. Si j'y pense et si je fais bien les choses, c'est ce que je fais. Mais des fois, je rate, donc m'en voulez pas si je rate. Ceci étant dit, si vous me le dites, je corrige mes erreurs quand même. Eh OK. bien, je pense que c'est la fin du SAV DCSE pour aujourd'hui. Vous pouvez aussi nous retrouver, bah, forcément sur mon LinkedIn perso, Alexis Maes, sur mon LinkedIn de l'entreprise Dice Academy, YouTube Dice Academy FR, vous pouvez retrouver ce podcast en vidéo. Vous retrouvez également sur Facebook Dice Academy, la page professionnelle, et puis le SAV DCSE, on est sur TikTok, sur Thread et sur Instagram. Non, on n'est pas encore sur LinkedIn, on a d'autres pages sur LinkedIn, on va pas non plus trop multiplier les canaux. Normalement, vous trouvez aussi le SAV DCSE sur vos plateformes de podcast préférées. Merci à tous de nous avoir écoutés, on vous souhaite une excellente fin de journée et ciao ciao!